Europe 1, il est 8h32, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on attend toujours le verdict de la rue. Le Figaro, loi travail, jusqu'où Hollande et Valls reculeront-ils? Les Échos, loi travail, Hollande abat sa dernière carte. L'Opinion, l'impossible compromis. Et l'Humanité, de son côté, nous alerte sur les risques de précarisation. Allemagne, Italie, Espagne, l'intox sur leur réforme du travail. Et puis Libération nous révèle que les écoutes judiciaires sont en plein bug. Écoute le fiasco des grandes oreilles. Ne dites plus la loi El Khomri, dites la loi travail. Ben oui, puis alors les jours se suivent et les commentaires se ressemblent, mais là c'est de pire en pire. Que faut-il retenir de l'image du président de la République usant de son plus beau stylo pour réécrire un dimanche après-midi le texte de loi de son gouvernement, se demande Jean-Louis Hervois dans la Charente libre. Plus qu'un symbole, l'aveu d'une impuissance. Commencer sous le signe de la concertation sociale et des accords paritaires, constate de son côté Bruno Dive dans Sud-Ouest. Ce quinquennat s'achève sur une importante loi sociale écrite par un homme seul, sans le minimum de travail pédagogique qui aurait été indispensable pour faire admettre à un électorat de gauche des mesures sans doute nécessaires, mais qui marquent un véritable tournant et pour lequel ce pouvoir n'avait pas été mandaté. Manque de courage, écrivent les uns, amateurisme, affirment les autres. Et puis Yves Tréhard dans le Figaro rappelle « Je ne veux pas être comme le bouchon au fil de l'eau », avait confié François Hollande au début de son quinquennat. Ben oui, mais au moins un bouchon, ça flotte. L'agriculture et l'Europe, je le disais en titre, il y aura un sommet aujourd'hui des ministres de l'agriculture à Bruxelles. Exactement, et Libération nous parle de ce lundi décisif pour la crise agricole française, mais on lira surtout, sous la plume de Jean Quatremer, le portrait de ce commissaire européen à l'agriculture, devenu la bête noire des paysans et la cible des attaques d'une Marine Le Pen soudain en verve sur les questions agricoles. L'Irlandais Phil Hogan est une caricature de ce que peut produire la Commission de Bruxelles. Le cabinet de Hogan, écrit Jean Quatremer, est une caricature sur 8 membres. On compte 5 Irlandais, une Italienne, une Espagnole et un Allemand. Mais aucun Français. Et le reste de la hiérarchie est à l'avenant. Au Parlement européen, ce n'est pas mieux, puisque le FN est exclu des instances de décision. Il ne reste qu'une 50aine d'eurodéputés français à pouvoir occuper des postes dans les commissions. Donc, la commission agricole est présidée par un Polonais. À Bruxelles, nous dit Jean Quatremer, sur les questions agricoles, la France ne compte donc guère plus que la Lituanie. Et c'est un journaliste profondément europhile qui dresse ce triste constat. Vous nous emmenez en promenade en France. Oui, le magazine Technicart nous propose un voyage que plus personne en fait n'effectue. Un voyage dans ce désert français qui est le produit de la modernité. Hugo Septier s'est souvenu des départs en vacances de son enfance avant la construction de l'autoroute A20. Et il s'est lancé dans un reportage sur la Nationale 20. Les petites communes baptisées villages-étapes, avec leurs hôtels, avec leurs restaurants routiers, et puis les stations-service, aujourd'hui totalement à l'abandon. Ce sont des pans entiers du territoire que les Français ne visitent plus. Par exemple, ce petit garage de la commune de Vatan, qui vendait autrefois jusqu'à 100 000 litres d'essence à la belle saison et qui arrive à peine désormais à 30 000. Nous ne pouvons plus léguer cette affaire à un jeune du coin, s'attriste le propriétaire, ce n'est pas rentable. Alors les jeunes, eux, ils s'en vont. L'autoroute, le TGV, l'avion, c'est formidable, ça a rapproché les métropoles, les destinations de rêve. Mais entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a des splendeurs, moins exotiques certes, mais surtout des territoires aujourd'hui qui risquent de mourir dans l'indifférence. C'est donc à lire dans Technicart. Alors ça vous reprend, vous nous reparlez des poules. Mais décidément. oui, je vous avais parlé dans une récente revue de presse. Oui. J'aime les poules. Et pas seulement rôti. Dans une récente revue de presse, je vous avais parlé de l'efficacité des poules dans la réduction des déchets. Mais en fait, la poule, c'est un animal merveilleux. Vous l'apprendrez dans la sélection du Reader's Digest. Dans le nord de l'Angleterre, une maison d'accueil pour personnes âgées a décidé de se lancer dans l'élevage de poules pour apporter un peu de gaieté à ses occupants. Et à l'origine de cette histoire, il y avait un pensionnaire atteint de démence sénile, et qui répétait des noms de femmes et en affirmant qu'elle lui manquait beaucoup. Et en fait, les employés ont compris petit à petit qu'il s'agissait de ces poules. Et l'idée leur est venue de créer du lien avec ces animaux. Donc on s'extasie sur la diversité des races et la beauté des plumages, on s'attendrit sur les poussins perçant leurs coquilles. Et puis il y a par exemple cet homme rendu muet par un AVC. Quand nous lui avons remis une poule, raconte une employée, il a commencé à la caresser avec un large sourire. Au bout d'une demi-heure, j'ai voulu la lui reprendre, mais il ne la lâchait pas et avec un sourire encore plus large, il a soufflé.
j'aime. Sa fille a fondu en larmes, cela faisait des mois que son père n'avait pas prononcé un mot. Ok, vous avez gagné la réhabilitation des poules accordée. Exactement, c'est un combat. Un dissident à présent. Oui, le titre comporte un point d'exclamation dans les pages débat du Figaro. Il y a un Solzhenitsyn en Corée du Nord. Pierre Rigoulot nous évoque un livre désormais paru en français, La Dénonciation, et qui décrit avec un humour grinçant le quotidien dans le régime le plus épouvantable de la planète. On y lit ces phrases sur Marx et le communisme. Ce barbu européen a affirmé que le capitalisme est un monde d'obscurité, tandis que le communisme est un monde de lumière. Si cette obscurité est une nuit sans lune, le monde de lumière de ce barbu est un abîme où il fait un noir d'encre. L'auteur signe sous le nom de Bandit. En coréen, cela signifie luciole. On termine avec la revue Schnock. Oui, la revue Schnock qui poursuit son exploration de toutes nos nostalgies. Alors il y a un superbe dossier sur Philippe Noiret, sur son élégance désinvolte. Il y a un article sur les brigades du Tigre, ça nous rajeunit pas. Et puis surtout, il y a cette extraordinaire enquête sur une collection. Alors vous avez forcément rencontré cette collection dans la bibliothèque d'un vieil oncle, par exemple, la Brigade mondaine. Vous savez, le grand succès d'édition de la France giscardo-mitterrandienne. 263 numéros consacrés aux aventures de Corentin et Brichot. Quand j'étais petit, j'ai des souvenirs de pub pour la Brigade mondaine sur Europe 1. Exceptionnel. Avec, alors, les dessins de couverture sont magiques. Il y en a quelques-uns qui sont reproduits d'un mauvais goût absolument époustouflant. Et jusqu'à 10 titres par an, donc, pour pouvoir raconter des histoires totalement improbables de tueurs psychopathes, comme celui, par exemple, qui grime sa victime en Mireille Mathieu et la viole en écoutant Petit Papa Noël. Je vous jure, c'est dans le numéro 37, sosie sur mesure. Alors, figurez-vous que parmi les nègres qui ont nourri la série, on trouve Philippe Muret, l'extraordinaire écrivain et moraliste. Bon, travail purement alimentaire, mais très bien fait de sa part. Comme quoi un homme qui écrit dans la précipitation un texte qui aurait dû être signé par un autre, quand c'est un écrivain génial, il s'en sort. Quand c'est un président de la République, c'est moins sûr. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha.